Bonsoir, bienvenue à la Maison du Handball, bienvenue dans l'auditorium de la Maison du Handball pour le grand débat public. Grand débat public malheureusement qui se déroule dans les conditions de la Covid-19, c'est-à-dire à huis clos. Les trois candidats me font face naturellement, Philippe Bana, Jean-Pierre Feuillant et Olivier Giraud, bonsoir. Tout d'abord Philippe, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêt pour ce débat qui va durer environ 1h15? Merci Hubert, merci à tous, merci les amis de pouvoir partager ensemble ce bon moment de démocratie qui va sûrement aider notre fédération à y voir clair. Merci. Jean-Pierre, un mot également? Bonsoir à nos auditeurs, bonsoir au président de ligue, au président de comité et bienvenue effectivement dans ce débat. Je crois que c'est une première pour la Fédération française de handball, peut-être même pour toutes les fédérations. Olivier, un mot à votre tour? Je ne vais pas dire beaucoup plus, à part que je suis très content et très heureux de ce moment démocratique qui, assurément, fera avancer, quoi qu'il se passe, le handball. Alors, avancer quoi qu'il se passe, le handball. L'élection se déroulera le 28 novembre, le samedi. Elle sera également diffusée en direct sur ce même canal. Ce sera un rendez-vous à 11h jusqu'à 17h. Mais ce soir, nous sommes là pour... vous êtes là pour débattre. 5 thèmes communs ont été choisis par vos soins. Et il y aura un thème libre qui vous permettra de conclure votre prise de parole. Alors, avant toute chose, il va falloir déterminer l'ordre de prise de parole des 2 premiers thèmes, puis des 2 suivants et des 2 derniers. Donc, je vais inviter Philippe, dans un premier temps, Philippe Bana, à choisir l'une des couleurs. Sur ces enveloppes, au dos, il y a un chiffre. C'est pas très compliqué à deviner. Il y a 3 chiffres, 1, 2 et 3, pour définir l'ordre de parole. Philippe? Vert. Vert. Numéro 2. Donc Philippe prendra la parole en deuxième position pour les 2 premiers thèmes. Jean-Pierre, rose ou jaune? Je prendrai le jaune. Alors, jaune. Jean-Pierre, vous débuterez. Olivier, on regarde quand même au dos de la couleur rose, numéro 3. C'est comme les tirages de la Coupe de France. Là, il n'y a qu'un match en fait ce soir. Merci à vous. Donc, on débutera avec Jean-Pierre dans quelques instants avec un premier thème. Donc je me mets en liaison avec la régie, que je remercie par avance pour cette installation. Donc on va débuter avec le thème numéro 1. Alors ce thème numéro 1, c'est la sortie de la crise du Covid-19. Donc je rappelle le principe, Jean-Pierre va s'exprimer. Ensuite ce sera au tour de Philippe, puis d'Olivier naturellement. Donc chacun aura 2 minutes pour s'exprimer sur ce thème. Et ensuite il y aura un débat contradictoire pendant 6 minutes, pendant lequel le temps va être scrupuleusement détaillé pour vous permettre d'échanger. Jean-Pierre, si vous êtes prêt, on va débuter de ce premier thème, qui est donc la sortie de la crise du Covid-19. C'est parti pour 2 minutes. Merci Hubert. Cette sortie de crise, c'est ma priorité. Avant même d'engager quelques projets que ce soit, je veux m'assurer que l'ensemble des clubs vont pouvoir sortir dans de bonnes conditions de cette crise sanitaire qui génère aussi une crise bien évidemment financière. Dès le mois de novembre et dès le 29 novembre, dès mon élection à la présidence de la Fédération française de handball, je prendrai 3 mesures. La première mesure, c'est de rendre la part fédérale sur la licence dirigeant gratuite. Et la seconde mesure, c'est de stopper les prélèvements mensuels sur les licences. Ces 2 mesures doivent permettre d'améliorer la trésorerie de nos ligues, de nos comités et de nos clubs, bien évidemment, et je fais confiance aux ligues et aux comités pour répercuter ces mesures. La troisième mesure, je compléterai le fonds de dotation de 2,4 millions d'euros aujourd'hui, fonds d'aide, au club. Je le compléterai grâce au PGE, au plan garanti État, avec 1 million d'euros qu'on affectera à ce fonds d'aide au club pour être sûr, encore une fois, que l'ensemble de nos clubs sont sortis de cette crise. En janvier, je convoquerai un Conseil national des territoires pour m'assurer que ces mesures sont efficientes. Et si ce n'est pas le cas, à la fois avec le PGE, en prélevant 1 million d'euros supplémentaires, à la fois avec l'ANS et en complétant avec l'excédent budgétaire de l'exercice 2020, nous mettrons en place les mesures, encore une fois, nécessaires pour aider nos clubs. Je le dis, sans club,
Il n'y a pas de comités départementaux, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de fédération. C'est parfait. Jean-Pierre, les 2 minutes ont été parfaitement exploitées. Merci de bien lancer ce débat. Je rappelle que vous êtes la tête de liste intitulée « Un nouvel élan, un nouveau challenge ». Il est temps de céder la parole à Philippe Banat, toujours sur le même thème, la sortie de la crise du Covid-19. Philippe, c'est parti pour vous pendant 2 minutes. Merci Hubert. Notre famille du hand traverse une période terrible, un moment difficile de son histoire. Dans 8 jours, la nouvelle équipe fédérale devra rassembler, sécuriser, donner des solutions sportives, financières. Les actions de l'État et même le passeport n'y suffiront pas. La FFHB a un devoir de solidarité avec nos clubs, avec nos licenciés. Nous avons un turnover de 100 000 licenciés par an. Le plus dur, c'est certainement pas la première période, mais le danger qui nous guette en 2021. Nos actions devront durer 18 mois au moins pour que la FFHB sécurise ses clubs. Pour Handball 2024, c'est un objectif majeur, c'est la solidarité, c'est soutenir, c'est faire jouer. Ce plan de reprise, il est en 3 volets pour Handball 2024. Assurer la continuité financière avec un fonds de dotation de 5 millions d'euros minimum. Un dispositif simple qui permettra aux clubs en difficulté, aux comités en difficulté, aux ligues en difficulté, de demander ces sommes. Pas par des dispositifs aléatoires ou complexes, mais par de l'argent que nous maîtriserons, que nous emprunterons, que nous prendrons éventuellement sur les fonds dédiés de la fédération, si c'était nécessaire, car le devoir, c'est celui de la solidarité. Nous solliciterons nos partenaires. Nous passerons immédiatement des conventions avec l'Agence nationale du sport sur cette reprise, sur le passeport, comme nous avons discuté hier avec les territoires d'outre-mer. Et merci à Joël Delplanque d'avoir organisé cette réunion hier. Le deuxième volet, c'est un volet sportif. Nous n'accompagnerons pas ces territoires si nous ne sommes pas capables de fabriquer, dans cette année difficile, un tunnel sportif. Des compétitions différentes, des organisations, des Coupes de France à terminer, des championnats spécifiques, tous ensemble avec la sportive, avec Pascal Boucher et les coqs, ils le feront. Enfin, manager le sanitaire, être capable de fabriquer des protocoles, se battre vite pour que le sport co et le sport de combat ne soient pas, comme au mois de mai, stigmatisés. Pour avoir un handball qui peut jouer, défendre, être sécurisé, bien accompagner nos bénévoles qui doivent connaître toutes les mesures, aider, accompagner, faire jouer, sécuriser. Voilà le credo de Handball 2024. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que vous conduisez la liste Handball 2024 Jouons collectif. Il est temps maintenant de céder la parole à Olivier Giraud qui lui conduit la liste intitulée La Relance. Olivier, c'est parti pour 2 minutes. Je te remercie Hubert. La sortie de crise, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on a tout ça en commun. Mais tout d'abord, avant de parler de la sortie de crise à la fois sanitaire, mais aussi sur le plan de l'activité, je voudrais tout d'abord souhaiter et présenter à l'ensemble des handballeurs mes voeux de santé et mon encouragement à prendre toutes les mesures toutes les mesures pour se protéger. Même si l'on a conscience que l'impatience de tous pour le retour à la pratique. Je voudrais aussi rendre hommage aux dirigeants bénévoles disparus ou tragiquement touchés par la pandémie. Le plan de reprise sportive est directement lié aux mesures gouvernementales. Le président de la République a ouvert la porte de reprise, sans condition au handball, et pour les mineurs, sans qu'il ne soit encore question ni de compétition, ni de déplacement. Je serai avec mes équipes à vos côtés, en fonction de ce calendrier sanitaire, afin d'organiser au mieux cette saison. Surtout, nous allons déployer un grand plan de pratique alternative en extérieur. Le hand doit sortir aussi de ses bases, qui tentera de compenser évidemment la frustration de nos licenciés qui seront évidemment en manque de handball. Ce plan intitulé « L'été du hand » associera et assurera la transition avec la saison 2020-2022. Il faudra aussi, et je vais amplifier massivement l'accompagnement financier de l'État, des collectivités, de la fédération pour compenser le manque à gagner des clubs. J'ai signé un accord d'exclusivité avec un groupe de start-up pour la mise en place d'un financement via les achats du quotidien. Le licencié bénéficiera d'une cagnotte cumulée grâce à ces achats de première nécessité qui viendra abonder exclusivement son club
et le développement de ces projets. Il faut conclure, Olivier. Eh Pardonne-moi. ben, je vais conclure parce que la partie la plus importante, c'est que cette cagnotte est évaluée avec effet immédiat à la somme de 50 € par licencié pour la saison, même dégradée. Et je vais juste conclure, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas un dispositif qu'il n'est pas possible. Merci, Olivier. Alors, nous entrons dans la partie débat de ce premier thème, donc la sortie de la crise du Covid-19. Eh bien, vous avez chacun 2 minutes de parole qui vont être débitées à chacune de vos prises de parole. Je vous invite à échanger, à vous apostropher, à vous interroger mutuellement. Et on le fait dans l'ordre. Ah voilà, vous le faites dans le désordre. OK. Donc, Jean-Pierre, si vous souhaitez débuter, Parfait, allez-y. merci. J'ai une question à Philippe. Merci Jean-Pierre. Tu as parlé donc d'un financement à hauteur de 5 millions d'euros. Est-ce que tu peux préciser comment tu vas donc abonder cette enveloppe financière? Aujourd'hui, les prêts garantis par l'État sont la capacité de la fédération qui les a déjà levés pour cette somme à y mettre. Aujourd'hui, 2,5 millions d'euros existent dans un fonds dédié des équipes de France. Aujourd'hui, nous avons la capacité d'aller chercher nos partenaires, d'aller leur dire, venez, refabriquons un fonds de dotation qui a été supprimé il y a 2 ans à la fédération, mettons-y cette caisse ensemble, soyons capables avec les comités, avec les ligues, de trouver les solutions. Ici, il faudra aider un emploi. Là, il faudra donner un contrat d'apprentissage. Là, il faudra rembourser, peut-être aider à rembourser les cotisations qui ont été réclamées par les adhérents, parce qu'il n'y a pas eu de continuité d'activité. Tu peux me préciser plus clairement combien tu vas prélever sur le PGE? Aujourd'hui, ce PGE, nous avons la volonté, par solidarité, que la fédération s'investisse. Si ce n'est pas l'année de la solidarité, nous devons nous mettre en difficulté à cet endroit-là. C'est impossible, c'est irresponsable, Philippe, ce que tu dis. Nous sommes capables aujourd'hui de travailler cette idée, nous sommes capables d'aider. Les PGE sont remboursables, certaines seront des subventions, certaines seront remboursées. Non, Alors, si on n'a pas compris que les financements de l'État ne seront plus jamais comme avant, ils ne sont pas intarissables. La seule chose que nous allons créer avec ces PGE, j'ai entendu aussi parler de plan Marshall, c'est créer de la dette dans une période sanitaire juste incroyable où le nombre de clubs ne va pas augmenter, le nombre de licenciés, nous allons essayer de le pérenniser. Et au final, ce que ça va créer, c'est soit il faudra augmenter le prix des licences, soit il faudra augmenter le nombre de licenciés. On sait déjà qu'il y en a un, on ne pourra pas l'augmenter. Et le prix des licences, la part de fédérale est déjà l'une des plus chères des fédérations. Donc oui, c'est un dispositif qui, à terme, fera disparaître les clubs. C'est-à-dire que dans 2 ans, il n'y aura plus de clubs. Jean-Pierre? Moi, deux choses, je voudrais dire aux auditeurs, puisque Philippe ne veut pas répondre à la question. 2 choses bien précises. La première, c'est qu'il est impossible d'utiliser les 5 millions de PGE aujourd'hui, le prêt garanti État que la fédération a contracté auprès de son partenaire bancaire, sans mettre en difficulté financière la fédération. C'est irresponsable que de prendre ce type de mesures. Et la seconde, c'est que, attention, quand on parle de plan Marshall, souvenez-vous de l'histoire, le plan Marshall imposait à ceux qui en bénéficiaient des retours. Comme vient de le dire Olivier, à un moment donné ou un autre, un plan Marshall, il faudra que les licenciés le financent. Il n'est pas question de financer quoi que ce soit par les licenciés. Aujourd'hui, les fonds dédiés, je le répète, appartiennent à la fédération. Aujourd'hui, nous aurons, pour certains, la capacité à assurer la continuité financière de l'année 2021. Pour certains, nous aurons la capacité à aider un comité qui est dans la tourmente, un club qui a besoin d'un apprenti. Oui, la fédération devra être solidaire et prendre des risques financiers, mes amis. Ah oui, je suis d'accord, la fédération sera solidaire, mais en arrêtant d'infantiliser ses ligues et ses comités. C'est-à-dire que la fédération doit être au service, redevenir une fédération au service. Et dans ce cadre-là, nous devons accompagner, évidemment. Et je n'ai pas entendu de critique, parce que j'en avais entendu avant, mais je n'ai pas entendu de critique sur le dispositif que nous avons mis en place. Et je tiens à en parler parce que c'est un dispositif qui existe déjà. Notre problématique, c'est que ceux qui doivent exécuter le projet fédéral doivent aussi être des compétences qui viennent de l'extérieur. Et évidemment que pour avoir plus de ressources, nous avons besoin de compétences au sein de l'organisation fédérale qui viennent de l'extérieur. Manager une équipe,
manager l'équipe, des salariés, elle doit être managée par des gens, des personnes, des personnalités, hommes et femmes, qui ont ces compétences pour les manager, pour avoir plus de fluidité. Et donc ces 50 €, si on prend à fourchette très basse, à minima, c'est 10 000 € pour chaque club s'ils ont 100 licenciés. Olivier, il vous restera une poignée de secondes. Qui veut répondre? Jean-Pierre, Philippe? Donc, moi, je n'ai rien à dire. J'ai alerté, je pense, suffisamment les auditeurs et je regrette que Philippe ne veuille pas entendre ce message. Encore une fois, je le redis, utiliser les 5 millions d'euros du PGE, c'est mettre en difficulté financière la fédération. C'est aller au-delà de notre capacité de remboursement. Juste une petite seconde. Les finances, c'est quelque chose de très important, très très important. Et les finances, il y a créer de la valeur extérieure au budget fédéral, mais il y a aussi réfléchir au fléchage du budget fédéral. Et je pense que nous en reparlerons un petit peu plus tard. Philippe, un oui, mot juste, oui, on peut s'engager solidairement, cela ne suffira pas. Je voudrais insister auprès de ceux qui nous écoutent pour dire oui, il faudra de l'innovation sportive, peut-être allonger la saison, peut-être fabriquer une saison de beach, peut-être jouer la Coupe de France 2019 et la terminer, peut-être inventer toutes ces choses-là. Peut-être il faut aussi s'appliquer à montrer notre sport de manière sécuritaire, en capacité à reprendre le plus vite possible. Ça, c'est un autre combat, un combat politique qu'il nous faudra, et médical, qu'il nous faudra mener avec des experts politiques et médicaux. Nos licenciés n'attendent pas des peut-être, Philippe, c'est maintenant qu'ils ont besoin. Olivier, pardon, votre crédit temps sur ce thème-là est épuisé. Jean-Pierre, il vous reste Non, mais une je vais trentaine de rebondir secondes. sur le thème du peut-être aussi pour dire à Philippe que c'est pas peut-être que la Coupe de France 2019 va se terminer. La décision a été prise par le bureau directeur il y a maintenant plus d'un mois. Il suffit de lire les PV du bureau directeur. On a acté que la Coupe de France départementale et régionale était annulée pour la saison 2020-2021 et qu'elle reprenait au stade où elle a été arrêtée pour la saison 2019-2020. Donc c'est pas peut-être, c'est sûr. Rebonsoir. Tout d'abord, vous présentez les excuses de la fédération puisque cette coupure interrompt ce débat qui était pourtant parfaitement lancé. Donc on vous présente nos excuses les plus plates en espérant que désormais le flux vous permette de suivre ce débat dans les meilleures conditions. Donc nous avons achevé, les trois candidats ont achevé le premier thème qui traitait de la sortie de la crise de la Covid-19 et nous allons enchaîner par le second thème qui traite de la performance des équipes de France et du handball professionnel. Donc Jean-Pierre Feuillant, vous allez démarrer, puis ensuite ce sera au tour de Philippe Banat et Olivier Giraud conclura cette première séquence qui, comme la première, se poursuivra avec un débat sur ces thématiques. Jean-Pierre, je vous cède la parole. Merci Hubert. Et juste dire que c'est vraiment compliqué de faire un débat dans ces conditions techniques. Mais bon, on ne maîtrise pas toujours la technique. Pour développer la marque handball, nous avons besoin de résultats. De résultats de nos équipes de France, des résultats de nos clubs européens. Et nous avons également besoin d'avoir des championnats référents, championnats féminins et masculins, référents au niveau de l'Europe. Le développement de la marque handball se fera en étroite collaboration avec les secteurs professionnels pour définir des stratégies communes en matière de marketing, en matière de droit TV et pourquoi pas en matière d'événementiel. Notre performance, elle passera par la mutualisation de nos ressources, de nos compétences et de nos moyens, avec nos territoires et avec le secteur professionnel. C'est ensemble que nous serons plus forts. Le développement de notre marque passera également par l'international, en développant des stratégies de coopération, en développant une stratégie de présence dans les instances internationales et de présence non seulement dans les exécutifs, mais de présence dans les commissions de l'EHF et de l'IHF. Et pour ça, Jean Briot a accepté de conduire un groupe de travail, un groupe de réflexion qui réunira les experts dans ce domaine, qu'ils soient arbitres, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient joueurs, joueuses, de façon à définir cette stratégie. Enfin, et ce sera notre priorité, nous attacherons à donner les moyens
à nos équipes de France pour être sur les podiums des compétitions internationales et pour être bien évidemment sur la plus haute marche pour les JO 2024. Jean-Pierre Feuillant, merci. Il est temps de céder la parole à Philippe Banat, donc toujours sur ce thème de la performance des équipes de France et du handball professionnel. C'est parti pour 2 minutes. Merci Hubert. En 20 ans, j'ai eu l'honneur de bâtir avec vous un formidable dispositif de performance durable en handball. Cette usine à champion, que le monde français du sport et le monde du handball international nous envie, est un dispositif unique, mixte, avec des résultats hors du commun. Ce modèle est fragile. Aujourd'hui, il est co-construit avec des clubs, des comités, des ligues, chacun faisant son travail, et avec le secteur professionnel qui parachève tout ça. Nous voulons garder cet équilibre que d'autres voudraient détruire. C'est un modèle où on n'a pas oublié le petit club. Tout le monde sait que nous avons créé le droit de formation de ce premier club formateur, qui rappelle que Valentin Porte vient de Toury, que Amandine Leno vient d'Aumeudin et de Bourg-de-Péage. C'est un système paritaire où les femmes ont les mêmes droits que les garçons. Nous continuerons ces logiques d'économie et de financement de la formation pour que tout le monde gagne. Handball 2024, s'agissant du secteur professionnel, a développé une équipe de collaboration avec ces handball professionnels, des personnalités qui ont construit le handball masculin. Une présidente de la LFH, présidente du board européen, qui était à l'Élysée avant-hier pour travailler sur les mesures du sport. Rémi Lévy, Alain Smadja, Bertrand Gilles, ces hommes construiront les ponts avec la LNH, avec la LFH, avec les acteurs. Nous voulons un modèle économique rapproché. Nous voulons des événements communs, des conventions des territoires avec les clubs professionnels. Nous augmenterons les ressources du handball féminin, ses moyens ciblés, sa diffusion télé, pour laquelle nous nous sommes battus les 2 derniers mois avec Nodiel Miaro. Nous tenterons de rassembler les droits marketing, TV, avec les professionnels pour être plus forts, pour être plus solides devant le marché. Ils se sont divisés, ils se sont éparpillés. Nous devons pérenniser, et c'est ce que souhaite Handball 2024, cette usine à champions. 12 équipes de France, 4 de beach, les comités pour la détection, les ligues pour la formation, la fédération et les clubs pro. Voilà l'idée de 2024. Philippe Banat, merci. Au tour d'Olivier Giraud de s'exprimer sur ce deuxième thème. Olivier, pour moi, c'est très aisé de parler de l'équipe de France. Hein. J'y ai joué 11 ans. C'est juste une fierté incroyable de représenter son pays. Et nous l'avons toujours vécu comme ça. C'est vrai que Philippe parle de l'équipe de France de ces dernières années, mais l'équipe de France, c'est 30 ans d'histoire. 30 ans d'histoire depuis 1995. Ce sont tous ces joueurs et ces joueuses qui ont composé cette équipe de France, qui sont la fierté de notre vitrine. Nous avons besoin de cette vitrine pour donner envie à de jeunes emballeurs de prendre cette évolution qu'est le parcours du handball. Mais Philippe a oublié de dire une chose, c'est que le maillot de l'équipe de France n'appartient à personne, ni à moi, ni à aucun international. C'est un maillot que nous avons en location et nous avons cette lourde charge de représenter le pays. Et à la fois, la victoire est importante. J'entends parler beaucoup de victoires. J'ai l'impression que c'est facile d'avoir des victoires. Non, c'est loin d'être facile et ça n'a rien à voir avec la formation initiale. La formation initiale, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Mais derrière, c'est une âme, c'est une transmission génération après génération. Il nous faudra nous poser la question de la brisure de ce cercle vertueux de la transmission entre internationaux, entre générations. Il nous faudra réfléchir le modèle des équipes de France, mais il nous faudra surtout appuyer le modèle sur les filles et les garçons, et c'est là qu'on va arriver, bien sûr, au sport professionnel. On n'est pas là pour faire de l'ingérence dans le sport professionnel, mais le sport professionnel est présent sur tout le maillage territorial. Et je tiens à rappeler tout simplement, même si la Ligue nationale a cette sorte d'indépendance par convention, elle est toujours liée à la fédération. Et dans le cadre, lorsqu'on parle du handball féminin, et en tout cas de la Ligue féminine, j'entends qu'il faut la développer, mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant? J'entends qu'il faut mutualiser, mais pourquoi ne l'avons pas fait avant, encore une fois? Merci Olivier Giraud. Je vous invite maintenant à... Pardon, avec le micro, ce sera mieux. Merci Olivier. Je vous invite maintenant à débattre sur ce deuxième thème, d'échanger entre vous, donc sur le thème de la performance des équipes de France et du handball professionnel. C'est notre deuxième thème de la soirée.
qui veut reprendre la parole? Jean-Pierre? Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Olivier, sans toutefois que ce soit une question, sur le fait que pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Je pense qu'on a fait de grandes choses à la Fédération française de handball ces 10 dernières années, sous les mandatures de Joël Delplanque. J'en consens. Pardon? Je consens. Oui, pardon. Je pense au Mondial 2017, je pense à l'Euro 2018, je pense à la réforme territoriale, je pense à la Coupe de France. Bien évidemment, tu l'as évoqué, les résultats des équipes de France, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu te rencontrer. On a été aussi visionnaire avec la maison du handball, que beaucoup de fédérations nous envient, des fédérations nationales et des fédérations internationales. Mais je suis d'accord avec toi, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je me suis engagé d'ailleurs dans cette candidature. C'est ce nouvel élan que je veux donner. Il reste beaucoup de choses à faire sur la structuration, sur la gouvernance. Ce sont des points sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais on a fait de belles choses. Je suis fier. Moi, je suis fier d'être handballeur. Contrairement à Philippe, qui manifestement ne l'est pas, et c'est ce que je disais dans la Marseillaise. Je suis fier, Philippe, moi, d'être handballeur. Fier de ce que l'on a fait dans cette fédération. Fier de ce que l'on a fait sous les mandatures de Joël Delplanque. Messieurs, il faut quand même être pragmatique parce que ce que l'on devra livrer aussi sur cette relation entre le sport professionnel et nos équipes de France, ce sont des axes concrets. Lorsque je suis arrivé à la tête de la LNH, j'ai demandé à ce qu'on mutualise les droits télé pour vendre beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai demandé à ce qu'il y ait un bureau commun. Il y en a eu un et plus de réponse après de bureau commun. Donc il faut que ça soit aussi une volonté politique fédérale de vouloir mutualiser. Il ne faut pas que ça soit seulement des termes, mais qu'il faut que ça soit des actions. Et il faut reconnaître que ça n'a pas été le cas pendant ces 3 dernières années. Et sur le développement européen, lorsque nous avons vendu les droits, parce que nous considérons, comme pour le sport amateur, comme pour le handball associatif, qu'il faut que tous les handballs professionnels soient visibles. Parce que pour donner envie de partager ce sport, il faut qu'il soit vu. Et je considère qu'aujourd'hui, le handball féminin est un petit peu comme le handball, c'est du Dom Pérignon dans une bouteille en plastique. Et lorsqu'on voit le traitement de la ligue féminine avec une demi-employée qui s'occupe d'une ligue et que c'est même très bien que cette ligue soit encore à ce niveau-là, avec aussi peu de considération. Jean-Pierre ou Philippe? Juste un mot, Jean-Pierre, le jeu des petites attaques médiatico-personnelles n'est pas un jeu du handball traditionnel. C'est un exercice qui n'est pas pour moi présidentiel. Vous ne verrez pas handball 2024 passer autre chose que son temps à trouver des solutions pour les acteurs. Je vous respecte, je respecte vos colistiers, je respecte vos projets. Dis-le aux journalistes, alors. Je voudrais faire une alerte véritable. La performance durable qu'a fabriquée l'équipe de France, qu'a fabriqué la FFHB, est un modèle de développement durable qui est un magasin de porcelaine. Venir là-dedans, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tiens si on changeait ça, tiens si le handball pro pouvait faire ça ou plus que ça, est une erreur. Nous devons garder l'équilibre que nous avons patiemment construit, de tous ces pôles espoirs, de toutes ces intercomités, de toutes ces capacités à générer ensemble des centres de formation qui fabriquent du travail et des métiers. Ce magasin de porcelaine, l'équipe de handball 2024, les hommes qui seront en charge de son contact avec le handball professionnel et les femmes seront capables de le faire car ils connaissent ce handball. Jean-Pierre ou Olivier? Oui, en fait, Philippe, tu parles du métier que tu as occupé pendant 20 ans et on te félicite pour ce métier, mais c'était ton métier. C'est-à-dire que toi ou un autre aurait fait, comme tes prédécesseurs, aurait fait ce travail. Et le problème de t'approprier ce travail des pôles et limite de t'approprier les résultats de l'équipe de France me gêne. Me gêne parce que pendant 11 ans, nous ne parlons pas beaucoup, nous les internationaux, mais pendant 11 ans, tu as été mon DTN, tu es le responsable de celui qui doit réunir tout le monde pour emmener ces jeunes au haut niveau, mais de t'approprier les résultats de l'équipe de France d'une certaine manière, pour moi, est indécent. Olivier, votre créditant est épuisé.
Pardon, Jean-Pierre, une quarantaine de secondes et Philippe, un petit peu moins d'une minute pour conclure sur ce thème. Merci. J'ai rien à rajouter sur ce thème. Moi, j'aimerais rajouter une chose, Hubert. J'aimerais vous dire que je ne m'approprie rien. Si j'ai cité Aubenas, Bourg-de-Péage, si j'ai cité Toury, ça veut dire que je sais d'où ces joueurs viennent. Je sais le travail du club, je sais le travail du comité de synthèse, de détection, plus près des bassins ou plus près des petits clubs. Je sais leur capacité de l'itinéraire à retrouver le pôle espoir, son site accession, sa gouvernance, son organisation de performance. Je sais le travail des clubs pro à monter difficilement ces centres de formation des clubs professionnels. Je sais tout ça. Je sais que c'est une œuvre collective. Elle est importante pour Handball 2024. Elle est importante pour la Fédération française de handball. Je viens de quel club, Philippe? De Vers-sur-Marne. Merci. Alors, je vais vous demander de respecter le créditant au maximum. Voilà, quand votre créditant est épuisé, essayez de ne pas en abuser pour que le débat se déroule dans les meilleures conditions. Thème numéro 3. Je peux revendre mes 40 secondes? Thème numéro 3, la gouvernance. Alors, nous allons changer l'ordre des interventions suite au tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on débutera avec Philippe, puis ce sera Olivier, et on terminera par Jean-Pierre. Et ensuite, il y aura un débat contradictoire. Donc, nous allons lancer le thème numéro 3. La gouvernance. Philippe Banat, c'est à vous de vous lancer sur ce thème. Merci Hubert. Les amis, la réforme territoriale nous a fait grandir. Vous l'avez réussi. Mais elle nous a éloignés les uns des autres. Handball 2024, cette équipe veut garantir l'unité de la fédération. Nous ne souhaitons pas, comme on le voit en ce moment, que les comités soient dressés contre les ligues, que le modèle se fracture. Pourquoi avoir abandonné les structures de concertation qui faisaient leur plein effet avec ces échanges de bonnes pratiques, les CPC, les CPL? Pourquoi cette perte de richesse, de partage? Il nous faut retrouver nos bases, trouver un qui fait quoi dans la région entre le comité et la ligue d'un même territoire. Handball 2024 veut faire de la singularité, du sur-mesure, et pas la même chose pour tout le monde. Nous voulons passer du hiérarchique au collaboratif, du vertical au transversal. Nous voulons redonner aussi des missions au comité et des identités sur le champ de la proximité, dans le territoire, en collaboration les uns avec les autres, en fonction des singularités de chacun. Nous installerons clairement dans l'équipe fédérale des présidents de ligue, de comités, qui ont souligné cette année à la FFHB que la gouvernance qui existait n'avait plus lieu d'être dans les bureaux directeurs, sur le modèle de pilotage de l'Agence nationale du sport, fabriqué par Sylvie Pascal Lagarigue et Béatrice Barbus. Le pôle territorial handball 2024 mettra tous les moyens des ressources humaines et de financement fédéraux de manière transversale, collaborative, pour les répartir équitablement et de manière évaluée. Tous les financements fédéraux, ces 10 millions d'euros qui sont détaillés dans le pacte, dans le pacte, dans les PSF, dans l'emploi-apprentissage dont nous reprenons le contrôle, dans cette réorientation des contrats marketing vers le développement. Pour preuve que ce n'est pas juste un argument électoral, comité, ligue, fédé, nous vous demanderons de travailler sur l'économie sociale et solidaire, qui nous fera gagner des marges et qui nous associera tous ensemble. Nous voulons mieux vivre ensemble, retrouver le jouant collectif avec Handball 2024. Merci Philippe Banat. Olivier Giraud, sur ce thème de la gouvernance. Là, on touche à un thème qui est toute l'essence de ce que doit devenir la fédération de demain. En tout cas, la fédération ne doit plus être une fédération qui impose, mais être une fédération qui fédère, une fédération qui associe. Notre relation avec les territoires doit devenir une relation de confiance. Parce que je considère que les hommes qui sont sur le terrain ont l'expérience, l'expertise de terrain. Votre responsabilité comme les acteurs principaux du développement au sens large dans les ligues et les comités. Et pour l'illustrer, c'est vrai que depuis pas longtemps, il y a une collaboration. On voit un petit peu plus les territoires dans les BD. Moi, j'ai décidé de supprimer le pacte de développement. Pas le supprimer pour enlever ou réduire des aides fédérales, financières fédérales, mais pour faire confiance et laisser les territoires décider d'eux-mêmes du développement qu'ils veulent.
Il n'est pas question pour moi non plus, parce que le conseil d'administration, qui est très important de la fédération, ne saura jamais mieux que les territoires ce qui est bon pour eux, ce qui est adapté pour eux. Nous proposerons pour l'AG 2021, et là c'est très important, et c'est pour ça que je vais le lire, parce que c'est quelque chose qui va énormément changer la vie des territoires, une réforme statutaire dont les contours ont été déterminés par ce fameux Conseil des territoires, pour consacrer dans nos statuts et règlements la confiance que l'on veut accorder aux ligues et aux comités. Et pour ce faire, dans les 150 premiers jours qui suivront l'élection, je me déplacerai sur l'ensemble des territoires pour évaluer avec eux tout ça. Et aussi accompagner dans cette mutation qu'il va y avoir entre l'État et l'Agence nationale du sport. Il y aura des conférences régionales du sport dans ce triptyque, même quadriptyque, entre l'État, les collectivités, le secteur privé et bien sûr le handball. Et ça va être très important. Merci Olivier, vous êtes gourmand Olivier. Voilà, je vais transmettre la parole à Jean-Pierre Feuillant sur ce thème de la gouvernance et ensuite nous passerons à la phase de débat. Jean-Pierre, c'est à vous. Dans mon programme, vous avez pu découvrir toute ma volonté et toute la volonté de mon équipe et ma détermination également d'amener notre fédération vers une structuration plus efficiente et vers une gouvernance décentralisée, jusque dans les clubs. La culture d'entreprise et le fonctionnement en mode projet sont des outils qui permettront aux acteurs de notre fédération, élus et salariés, de mieux travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, des objectifs partagés. La réorganisation de la DTN sera un des chantiers prioritaires pour moi et pour mon équipe. Réorganiser la DTN autour de ses 3 missions principales, la formation, le développement et la performance. Je m'en suis déjà d'ailleurs entretenu avec le ministère des Sports et l'ANS là-dessus, qui voit d'un bon œil cette nouvelle organisation de la DTN. Et cette organisation nous permettra de rééquilibrer les moyens affectés à ces différents domaines, parce que le développement a perdu des moyens au profit de la performance. Et je suis convaincu qu'en matière de performance, nous pouvons faire aussi bien, peut-être mieux, mais encore une fois, en mutualisant nos moyens. La gouvernance décentralisée nous apportera plus d'efficacité, car elle impliquera l'ensemble des acteurs du handball français, avec un Conseil national des territoires qui regroupera les présidents de ligue, les présidents de comité, les élus de la fédération et les clubs, et un conseil territorial sous l'égide de la ligue qui sera un véritable pivot des relations au sein du territoire, des relations ligue, comité et club amateur bien évidemment et club professionnel. Merci Jean-Pierre. Il est temps pour vous trois de débattre sur ce thème de la gouvernance. Qui veut reprendre la parole ? Je veux bien, super, si tu veux bien. Merci Jean-Pierre. J'entends ta volonté de collaboration, j'entends ta volonté de travailler avec les autres, j'entends ces débats qui doivent effectivement sortir du château. J'entends aussi que je pose une question. Pourquoi, si tu avais cette volonté de collaborer autant, pourquoi les comités et les ligues ont-ils été obligés en début d'année de le demander au bureau directeur ? Pourquoi pendant 16 ans, cette chose-là s'est diluée, transformée, asséchée ? Pourquoi ne pas avoir redonné identité, mission, collaboration et avoir inondé les boîtes mail des clubs, des comités et des ligues de choses d'en haut ? J'entends ta louable politique. Dommage que ça ait pris tant de temps. C'est assez marrant parce que quand je vous entends parler, j'entends personne parler du bilan. C'est vous qui étiez à la tête de cette fédération. Et c'est vrai que d'un seul coup, et cette élection est là pour ça aussi, on se rend compte de l'importance des territoires. C'est-à-dire que pour la première fois, on les écoute. On écoute leurs problématiques. Ils se sont battus il n'y a pas longtemps pour nous ramener des licenciés. J'entends ce triptyque
comment dire, très régalien de la fédération. Mais on a oublié quelque chose dans ce triptyque, c'est la singularité de chaque territoire. Tu parlais de l'ANS tout à l'heure, hier, de cette réunion où j'étais présent également. Mais tu ne parles pas de ce qui a choqué tout le monde, du fait qu'il n'y a même pas de boîte à outils fédérale pour juste dire aux ultramarins toutes les aides qu'ils ont perdues depuis 15 ans. C'est-à-dire, comment se fait-il que je vois les CTS, il y en a qui revenaient hier encore des Antilles. À quelle heure nous avons abandonné ces territoires en termes d'installation, en termes de relations territoriales? Évidemment, la technique est importante. Et ça, je le conçois. Nous avons toujours travaillé sur la technique. Il n'est pas question de remettre en cause ce qui a été bien fait. Mais aujourd'hui, le handball mérite beaucoup plus. Le handball vaut beaucoup plus. Nous avons failli dans ces relations. Nous avons failli à développer le handball dans tous ces territoires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même handball dans les Landes qu'à Marseille. Dans les Landes, en plus, avec l'analyse de la singularité, avec un basket très fort, avec un rugby très fort. J'entends parler de beach handball, de nouvelles pratiques. Mais comment n'avons pas déjà construit, et là je le dis à la DTN, quand on met ces nouvelles pratiques en avant, un pôle de beach handball dans ces territoires désolés et délaissés. Donc ces 150 jours où je vais me déplacer pour aller voir ces territoires vont servir à ça, à ce qu'ils créent leurs propres projets. Leurs projets sont prêts, mais maintenant c'est comment allons-nous les financer. Et nous avons la matière pour les financer. Merci Olivier. Navré, mais votre crédit temps est épuisé sur cette partie de débat. Jean-Pierre, vous souhaitez réagir ? Oui, bien sûr, je vais réagir aux propos de Philippe et lui rappeler que les élus de la fédération, c'est pareil dans une ligue et c'est pareil dans un comité, sont là pour prendre des décisions, définir des stratégies. Et pour ça, ils s'appuient sur des professionnels que tu es. Moi, je suis un dirigeant bénévole depuis 30 ans. Oui, mais que tu es toujours parce que tu es en disponibilité. Je l'ai vérifié auprès du ministère. Et donc, on s'appuie, nous, et c'est notre rôle, sur des salariés. À quel moment tu nous as fait des propositions ? Quel est ton dernier programme de développement ? Il date de quand ? Quand c'est que tu nous as fait des propositions dans ce sens-là ? Je participe à tous les bureaux directeurs, je suis présent à tous les conseils d'administration. Je ne sais pas de quand ça remonte, je ne suis même pas capable de le dire aujourd'hui. Bien sûr que les ligues et les comités se sont aperçus de cette gestion, se sont aperçus qu'il y avait un État dans l'État à la fédération. Je ne suis pas du tout favorable à ce type d'organisation. Et je ne suis pas pour monter les uns contre les autres. La preuve, c'est que dans mon projet et dans le projet de mon équipe, nous voulons que tout le monde travaille ensemble. C'est pas tolérable qu'un service, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit la DTN ou un autre service, ne soit pas au service du projet fédéral. L'ensemble des services sont là, et les élus aussi, à la fédération, pour être au service de l'intérêt général du handball, au service de nos structures et au service de nos clubs. Philippe ? Oui, je veux bien. Jean-Pierre, j'entends ta critique, je la prends et je l'accepte. C'est un débat démocratique et merci à tous d'être dans cet esprit. Toutefois, je me permets une remarque. Pendant 16 ans, où tu as été vice-président de la Fédé, je n'ai pas pris une décision politique. Je suis, comme tu l'as bien dit, j'étais un professionnel qui travaillait pour son secteur sportif. Pendant 16 ans, je n'ai pas pris aucune décision. Vous les avez prises. Vous les avez prises financièrement, vous les avez prises politiquement, et Joël Delplanque a été un grand président de ce point de vue. Toutefois, je me permets de dire, Handball 2024, demain, souhaitera enfin, ce sera mon credo personnel, oui, enfin prendre des décisions. Ça fait 16 ans, Jean-Pierre. Qui a décidé, Philippe, des primes des équipes de France ? Ça n'a pas été décidé en bureau directeur. C'est toi qui l'as décidé avec le président et le vice-président délégué. À 3, vous avez pris ces décisions. Qui a décidé de nommer l'entraîneur à l'équipe de France ? C'est toi, avec Joël Delplanque, avec le président et le vice-président délégué. À aucun moment, ça a été partagé avec le bureau directeur. C'est contre ce type de fonctionnement que je me présente. Philippe Bana, pour conclure sur ce thème, puisque pour Jean-Pierre et Olivier, le crédit temps est malheureusement épuisé sur ce thème. Je voudrais dire une chose qu'Olivier a soulignée et sur laquelle il a entièrement raison.
Il l'a dit, la technique est allée pendant de nombreuses années dans l'outre-mer. J'ai une sensibilité comme lui. Nous étions tous les deux présents hier à cette réunion ultramarine. Et je t'en fais crédit, Olivier, parce que je sais que tu y es fermement attaché. Je crois en ce que tu penses sur l'outre-mer. Nous avons le devoir, en Pacifique, en Atlantique, en océan Indien, en Caraïbes, de continuer ce travail que nous avons pu mener, de l'international, de tous ces développements que nous pouvons faire. Oui, je vais continuer, Olivier. J'aurais aimé continuer avec toi. Merci à vous trois. Il en est terminé de ce troisième thème. Nous allons enchaîner avec le quatrième thème, mais avant cela, je voudrais rappeler, en espérant que tous les problèmes techniques soient réglés d'ici là, et que le samedi 28 novembre, le jour de l'élection, entre 11h et 17h, vous pourrez suivre en direct les élections fédérales pour savoir qui sera le 7e président de la fédération, qui succédera à Joël Delplanque. Alors, nous allons enchaîner avec le quatrième débat, le quatrième thème, pardon, qui est les services aux clubs et aux licenciés. Et vous avez compris la mécanique, c'est d'abord Philippe, puis Olivier, puis Jean-Pierre qui s'exprimeront. Donc je cède la parole naturellement à Philippe Banat. Merci Hubert. Vous souvenez-vous de la fin des années 90, quand on découpait les codes-barres des bouteilles de Vittel, quand on défaisait dans les clubs les bouchons, quand on envoyait ça à Club Vittel, l'entreprise qui renvoyait par le contrat fédéral l'ensemble des matériels, pédagogie, ballon, but à toute la France du handball. Vous souvenez-vous de cette chambre gratuite au Campanile, de cette salle donnée pour un petit club de régional, de départemental, de national 3 le week-end? Qu'y a-t-il écrit en bas de votre licence comme avantage aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe à la fédération de basket, de tennis, de rugby? J'ai eu la chance de travailler ces contrats à l'époque avec ces opérateurs. Nous leur demandions, André Hamel m'avait demandé, de y mettre impérativement quelque chose pour les clubs. Les services aux clubs, aux licenciés et aux territoires ont été oubliés. Handball 2024 en fait le cœur de son projet. En plus des avantages qui fidélisent les licenciés, nous aurons la mission de produire les services pour les clubs, pour les licenciés, pour les territoires. Nous avons commencé avec des outils comme iCoach, des outils digitaux, des paiements de licences et de cotisations en ligne, des offres de matériel informatique à prix coûtant pour les clubs, les ligues et les comités, des plateformes OTT pour mettre en valeur vos matchs, des dispositifs de gestion de poules d'arbitrage, des modules de covoiturage. Vous ferez les services et AFFHB aura son rôle de produire. Plus un contrat marketing qui ne sorte de la fédération sans aucun avantage aux licenciés, aux clubs et aux territoires. La centrale d'achat de la fédération rentrera dans un service aux licenciés pour faire une CMCD qui soit valorisante pour le club, qui donne quelque chose. Vous souvenez-vous des campagnes de mini-hand dans le challenge des comités en 98, 99, quand les buts arrivaient, les ballons arrivaient? C'est ce qu'il nous faut faire et que Pascal Janin conduira pour le hand à 4, le beach handball, le hand fit, le hand fauteuil, le hand à 4, qui est notre bouée pour le scolaire. Au-delà des services, on devra développer une politique de ressources humaines pour mieux vous entendre, mieux répondre et mieux écouter. Merci Philippe Banat. Olivier Giraud, donc sur ce thème des services aux clubs et aux licenciés. Ouais. Le service aux clubs et aux licenciés, thème vraiment très intéressant. Mais une situation pour le moins déséquilibrée, hein, parce qu'en fait, il y a des passerelles entre les débats, et j'entends qu'il faille faire un peu plus sur le service au club, mais actuellement, l'aide au club est de 1%, là où la DTN est entre 20 et 24%. Donc, avec mes équipes, je vais mettre à disposition un programme d'abord au service des bénévoles qui tient en 3 points. Hein. La mise en place d'un dispositif d'accompagnement et de formation à hauteur de 2 500 € par bénévole et par saison. La mise à disposition également. Le rugby a été beaucoup plus vite que nous n'avons pas réagi. Ils sont arrivés 2023 en grande pompe avec l'État, 2023 apprentis. Voilà, nous n'irons pas à 2023, mais la mise à disposition de 300 apprentis engagés à la charge de la fédération sur des missions non techniques. C'est très très important parce qu'aujourd'hui les clubs souffrent, parce que gérer même un petit club, c'est pratiquement gérer une petite PME, mais de structuration et d'accompagnement des clubs. Il y aura aussi un point de mise à disposition à l'interne d'entreprises partenaires
du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est quelque chose qui est très peu employé, mais aujourd'hui, que ce soit les ligues, les comités également, hein, les petits comités, et les clubs ont besoin de ce genre de compétences. C'est assez simple, hein, c'est la mise à disposition par des entreprises de seniors, qui peuvent être de 50, 58 ans, et qui accompagneront le club et seront payés par l'entreprise, donc aucune charge. Ce dispositif, nous n'avons pas attendu l'élection, nous sommes déjà en train de le mettre en place. Un comité a demandé et vient de recevoir une aide administrative pour pouvoir évoluer. Il faut conclure, Olivier. Un accompagnement de plus près des comités ou leurs administrateurs, parce que des ligues et des comités, parce que la Bretagne, ce sont des administrateurs. Tout ceci pour que nos associations et nos clubs rayonnent et soient en phase avec les aspirations de demain. Merci Olivier, vous aurez l'occasion de débattre ensuite avec Philippe et Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est à vous de vous exprimer sur ce thème des services au club et aux licenciés. Nous réussirons notre politique de service au club et, et aux licenciés en s'appuyant sur la formation et sur l'emploi. Sur la formation, en proposant des formations adaptées aux besoins et à la disponibilité des dirigeants et des salariés des clubs. Et en proposant des formations adaptées aux attentes en matière de finances, en matière juridique, en matière RH, car effectivement, il n'est pas aisé de passer d'un statut de bénévole à un statut de dirigeant employeur. Sur l'emploi, nous redéploierons des ADS, des agents de développement sportif, sur le terrain, pour aider nos clubs dans leur structuration, dans leur développement. La fédération accompagnera cette démarche en dégageant une enveloppe financière que l'on prélèvera sur le marketing à hauteur de 5% tous les ans et avec des objectifs de revenus de marketing à la hausse, cette enveloppe augmentera systématiquement. Nous devons collaborer avec le milieu scolaire par le biais de conventions, bien évidemment, et en s'appuyant sur le handball à 4 pour permettre à nos clubs de revenir dans les écoles. C'est là où se trouve notre vivier de futurs licenciés. Et c'est là que nous préparerons l'avenir. Nous lancerons un plan de digitalisation, d'abord à la fédération, avec un portail unique pour faciliter l'utilisation des utilisateurs, et un plan de digitalisation pour l'ensemble de nos structures et de nos clubs, là aussi pour faciliter la vie de nos dirigeants dans leur club. Un plan de digitalisation sur les finances, sur les RH, sur la gestion de projets, de façon à ce que nos dirigeants puissent être à l'aise dans le management de leur club. Merci. Il faudra conclure, Jean-Pierre. Enfin, et je conclus donc là-dessus, enfin, concernant la CMCD, nous n'appliquerons pas la CMCD sur cette saison 2020-2021. Bien sûr, vous en connaissez les raisons. Et je mettrai en place un groupe de travail, là aussi, pour définir une nouvelle CMCD, avec l'objectif d'avoir une CMCD valorisante. Merci Jean-Pierre. J'invite les trois candidats, vous avez compris la mécanique désormais, à échanger, à débattre sur ce thème. C'est le 4e de la soirée sur les services au club et aux licenciés. Voilà, réagir sur les interventions de chacun. C'est à vous. Philippe, peut-être. Je veux bien démarrer, Hubert. Merci. Merci les amis. Quelques remarques pour bien connaître le mode d'emploi de la fédération. Aujourd'hui, le budget des équipes de France, et pas de la DTN, ça n'existe pas. Le budget de la performance, aujourd'hui, bénéficie de 4 millions d'euros de subventions ciblées de l'État sur les équipes de France, sur la performance. Aujourd'hui, réorienter des budgets signifierait la disparition de ces budgets. Attention de ne pas jouer, encore une fois, à l'éléphant dans le magasin de porcelaine, je comprends ça. Oui, Jean-Pierre, tu as raison, il faut accompagner et former dans les territoires. Oui, l'IFFE est une bonne solution, je suis d'accord avec toi. Oui, l'ITFE sont des bonnes solutions. Nous pencherons beaucoup, en ce qui nous concerne, sur la formation de dirigeants, loin des ITFE, des bénévoles qui ont besoin d'accompagnement, pas forcément d'en faire un métier. Et nous avons besoin d'améliorer cette formation des dirigeants au plus près des acteurs, par des outils de digitalisation comme MyCoach, comme d'autres, qui permettront à ces gens-là d'avoir quelque chose qui les accompagne sur le chemin de la dureté de chaque semaine. Enfin, Olivier, je suis d'accord avec ton dispositif. Oui, le dispositif de cashback sont un outil intéressant, je le conçois. J'ai juste peur, mais tu vas sûrement me l'expliquer, de la nécessité de consommer pour recevoir un peu. Voilà.
Mais je pense que c'est un bon outil et je te l'accorde. Il vous restera 46 secondes, Philippe, dans ce débat. Jean-Pierre, Olivier, vous souhaitez intervenir? Tu veux réagir sur le cashback ou... Ok. Ouais. Jean-Pierre. Vas-y. Ok, merci. Oui, Philippe, tu dis le budget de l'équipe de France, c'est 4 millions d'euros du ministère. Si on ne cible pas ces budgets, tu le sais, on va les perdre. Je ne suis pas d'accord avec toi et tu le sais aussi bien que moi. On est en capacité à la fédération de faire des propositions pour conserver ces budgets-là. Moi, là où je ne suis pas d'accord, et je le disais tout à l'heure sur le précédent thème, le développement a pâti de la politique mise en place par la direction technique nationale pour favoriser la performance. Je le redis, je le disais tout à l'heure, certes, on a eu des résultats, mais je suis sûr que l'on peut faire aussi bien en mutualisant, et notamment en travaillant avec les clubs professionnels sur la formation des joueurs. Aujourd'hui, on ne travaille pas ensemble, on travaille côte à côte. La fédération, elle a la responsabilité des pôles, les clubs ont la responsabilité des centres de formation. Demain, ce que je veux, c'est que les deux travaillent ensemble pour mutualiser les moyens et pouvoir dégager des financements justement au service des clubs, au service des licenciés et au service du développement. Ça, c'est le projet et le nouvel élan que je veux donner avec mon équipe. Jean-Pierre, merci. Il vous restera une quarantaine de secondes. Philippe, 44 secondes. Olivier, 2 minutes. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Olivier? Oui, je vais prendre la parole, évidemment, pour parler du cashback. Je suis très content que tu acquiesces ce phénomène du cashback, parce que quand même, ça... Donc si tu l'acquiesces, c'est que ça va représenter énormément, 20 millions pratiquement pour les clubs. Oui, au total. Okay. Au total. Okay. Et que sur une année dégradée. Et si nous en parlons, c'est parce que c'est un programme qui fonctionne, qui est déjà expérimenté dans énormément de clubs. Et c'est quelque chose que nous pousserons encore plus loin la saison prochaine, parce qu'avec une saison non dégradée, ça sera des ressources non négligeables pour les clubs. Évidemment que la formation nous intéresse énormément. Elle est bonne, mais pas sur tous les territoires. C'est-à-dire que tu parlais des pôles. Il faudra aussi renouer le dialogue. Et la fédération doit être force de proposition, en tout cas doit être aux côtés des clubs, des ligues. Parce qu'on va prendre l'exemple de Cesson, Rennes, tout simplement. Comment fait-on quand il y a un pôle et qu'il ne parle pas au club professionnel qui est juste de l'autre côté de la rue? Et ça fait longtemps que ça dure et personne n'a jamais rien fait. Et donc, dans ces conditions-là, comment créer les bonnes conditions de quelque chose qui est très important pour moi et mon équipe, c'est l'identité des territoires. Créer l'identité des territoires. Tu es là depuis 20 ans, il faudra m'expliquer quand nous avons un territoire comme les territoires parisiens, ou dans ce cas-là, où il n'y a qu'un seul pôle, de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en termes d'études, en termes de trajet, il y a une incohérence dans la manière dont certaines choses sont bâties. Et ce n'est pas sans critiquer, je ne critique pas la technique, mais en tout cas, nous pouvons largement nous améliorer, et que je pense qu'en nous améliorant, nous pourrions aussi faire baisser ce budget de la DTN, et je suis d'accord évidemment avec Jean-Pierre. Ces budgets de 4 millions, nous pouvons les défendre pour qu'ils soient utilisés autrement. Alors, merci Olivier, votre créditant est arrivé au bout. Je rappelle que le thème, c'est le service aux clubs et aux licenciés. Jean-Pierre et Philippe, il vous reste une quarantaine de secondes pour conclure sur ce thème. Ok, je t'en prie. Merci les amis. Juste rappeler quelque chose dans ce qui est le service au club. Dans une année olympique, si les équipes de France réunissent l'an prochain, nous aurons plus 10% de licenciés au mois de septembre. Si nous avions la chance de sortir de ce tunnel ensemble. Oui, les équipes de France sont des locomotives qu'il nous faut faire perdurer pour continuer ce dispositif. C'est elles qui ont permis de passer, avec André Amiel et Joël Delplanque, je suis passé d'un endroit qui est passé de 200 000 licenciés à 500 000 licenciés en 15 ans. C'était une expérience extraordinaire. Juste dire, Jean-Pierre,
l'entraîneur de Montpellier n'a pas dû bien t'expliquer comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, les pôles espoirs, le maillage qui existe réellement avec les centres de formation des clubs pro est total. Ces pôles d'excellence où on échange les joueurs, où on enchaîne le site d'accession, le pôle espoir et le centre de formation, ce maillage qu'on a réussi dans cette région Occitanie avec ces 3 clubs professionnels est magnifique. J'entends les critiques qui peuvent être là ou ailleurs d'ailleurs, Olivier. Tu vois. Il faut conclure, Philippe. Voilà, juste Jérôme Fernandez, en termes de service, va faire pour le club de Montpellier, pour le club de Aix, il va faire dans les quartiers nord de Marseille de la formation. C'est peut-être ça qu'il faudra qu'on travaille demain matin avec Rémi Lévy. Merci Philippe. Jean-Pierre, c'est à vous pour conclure sur ce 4e thème de la soirée. Je reviendrai sur 2 points. Ce n'est pas mon ami Patrice Canaillé, l'entraîneur de Montpellier, qui fait ce constat-là, c'est l'UCPH. Donc c'est l'ensemble des clubs professionnels qui fait ce constat-là et qui se plaignent du fonctionnement justement de la DTN. Je voudrais revenir sur la formation. Encore une fois, la formation, c'est une des missions de la direction technique nationale et je suis heureux qu'au bout de 25 ans, tu disais 20 ans, mais c'est je crois plus près de 25 ans que Philippe est DTN, je suis heureux qu'au bout de 25 ans, tu t'aperçoives qu'effectivement, il est nécessaire de mettre des formations adaptées aux besoins de nos clubs. Je le redis encore une fois, tu étais salarié de la fédération. Jusqu'à maintenant, tu t'en es jamais préoccupé. Si tu étais salarié de la fédération, tu touchais un complément de salaire. Merci Jean-Pierre pour cette dernière intervention. Sur ce 4e débat, nous allons, je vais rappeler un petit peu le principe de la soirée. Nous avons un 5e débat qui va démarrer dans quelques instants sur l'économie du handball. Puis ensuite, les 3 candidats à l'élection fédérale pourront s'exprimer sur un thème libre qui, lui, ne fera pas l'objet d'un débat contradictoire. Et ensuite, ils auront aussi un temps pour conclure leur prise de parole de la soirée. Je vais donc immédiatement lancer le 5e thème. Voilà, il n'y a plus de tirage au sort. Cette fois-ci, c'est Olivier Giraud qui va démarrer. Et il va démarrer sur l'économie du handball. Olivier, c'est à vous. Ouais, l'économie du handball a un terme très important et surtout qui va être pris de bonne main parce qu'il va falloir rééquilibrer les budgets. On va aller très vite. L'aide aux clubs, on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir vraiment rééquilibrer parce qu'en période sanitaire, je ne comprends même pas qu'on n'ait pas déjà réaffecté des budgets pour l'aide aux clubs. Évidemment, nous avons parlé du budget de la direction technique nationale, mais il y a... Tu l'as dit tout à l'heure, nous avons un superbe vaisseau amiral et on doit en être très très fiers. Et je félicite le président Delplanque de s'être battu pendant des années parce qu'il y a eu plusieurs projets et puis finalement nous avons eu celui-là. Le handball dans son ensemble avait besoin d'un outil comme celui-là, mais l'équilibre financier est à revoir parce que lorsqu'on a demandé aux licenciés de payer des euros supplémentaires pour la construction de ce beau navire amiral, ils n'avaient peut-être pas prévu aussi de participer à l'exploitation, au déficit d'exploitation de cette maison du handball. Et pour ce faire, nous allons créer une société commerciale qui gérera cette maison du handball avec des personnalités affiliées. Je ne souhaitais pas le faire, mais Philippe, tu m'y as emmené. Ça sera Grégory Anctil qui, lui, sera élu en charge de cette commercialisation, aidé par, bien sûr, Jean-Paul Onillon, qui était l'ancien numéro 2 du groupe Casino, et Bernard Miraillès, directeur financier du groupe La Poste. Il va falloir mettre, pour qu'elle soit équilibrée, de la compétence. Et Grégory Anctil n'est pas seulement celui qui nous a permis d'aller en prolongation et de gagner ce titre qui a fait un cercle vertueux qu'il va falloir remettre en route. Il est aussi responsable de la commercialisation et de l'exploitation d'une thalassothérapie qui ressemble un petit peu à celle-là à Montpellier. Merci Olivier. Il n'y a pas seulement Franges qui s'en souvient, mais l'ensemble du handball français, c'était à Bercy en 2001. Merci Olivier sur ce thème. Jean-Pierre, c'est à vous vous exprimer donc, sur l'économie du handball. Vous vous en doutez, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je me suis battu. Pour passer de 3 millions d'euros il y a une dizaine d'années, au niveau des revenus du marketing, à 10 millions d'euros aujourd'hui. Comme je me suis battu en mai et juin dernier, pendant cette période du Covid, pour obtenir le maintien des engagements de nos partenaires. Car on avait le risque de perdre 4 millions d'euros sur l'année 2020. Et en toute modestie, je dirais, j'ai réussi donc à minimiser donc cet impact
pour préserver les finances de la fédération et pour pouvoir mettre en place justement un fonds d'aide au club. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à la confiance que me font les partenaires, les revenus marketing à l'horizon 2024 seront très certainement, et j'en ai pratiquement l'assurance à ce jour, très certainement autour de 15 millions d'euros. Je crois à un développement harmonieux qui passe par un rééquilibrage des ressources à destination des territoires. Le handball de haut niveau a été favorisé, je le redis encore une fois, mais je crois à un redéploiement territorial en mettant notre énergie à travailler de manière mutualisée avec l'ensemble de notre écosystème. C'est pour cela que j'ai souhaité redistribuer au comité un pourcentage, 5% des recettes marketing, pour financer le développement et décliner, je dirais, ces partenariats nationaux. Tous les ans, nous ferons également un séminaire marketing pour les territoires et entouré d'experts, nous accompagnant dans cette démarche pour définir une stratégie marketing dans chacun des territoires en tenant compte de la spécificité de chacun. Et pour terminer, je suis convaincu qu'on peut créer de nouveaux produits marketing en mutualisant les offres, la diffusion et l'événementiel avec l'ensemble des acteurs amateurs, professionnels, car on ne peut pas développer l'économie du handball chacun de son côté. Merci Jean-Pierre Feuillant. C'est au tour maintenant de Philippe Banat de s'exprimer sur l'économie du handball. Merci Hubert. L'économie fédérale s'est développée sur le passage de 200 000 à 500 000 licenciés surtout, sur des résultats sportifs hors du commun, le travail de tous, celui de Jean-Pierre, celui d'autres, qui a permis de passer de 10 à 25 millions d'euros en plus de 20 ans, sur un financement public, privé, qui aujourd'hui plafonne parce que nous n'avons qu'une démarche marketing basée sur une seule chose, le sponsoring. J'ai eu la chance de l'échanger avec Jean-François Jal, le directeur d'Infront. Il m'a très bien expliqué ce qui allait se passer dans les années qui viennent. Notre développement marketing n'est pas à la hauteur de celui d'autres sports qui ont moins de résultats. Basket fédéral a plus de 10 millions d'euros de budget supérieur à nous. Il fabrique intelligemment le basket 3-3. Il faut réagir. La diversification des ressources est vitale pour nous. Pour le handball 2024, pour cette équipe, diversifier les ressources pour avancer est notre première idée. Batailler pour avoir des retours financiers de l'IHF et de l'EHF qui aujourd'hui font des compétitions sans rendre aux clubs professionnels, sans rendre aux fédérations. Mettre en route la responsabilité sociétale des entreprises pour travailler autre chose que le sponsoring. Développer le mécénat. Avoir une convention spécifique avec l'Agence nationale du sport. Développer l'apprentissage. Exporter la formation française à l'international où nous excellons. Retrouver une politique de droit TV cohérente et organisée ensemble avec les pros. On a éclaté nos droits marketing et nos droits TV ces dernières années. Une vraie démarche commerciale, Jean-Pierre a raison, et Olivier le dit aussi, pour la maison du handball, en étayant équipe et moyens. Une vraie stratégie marketing et communication diversifiée, que Bertrand Gilles appelle chez nous la marque handball, la création de la marque handball, et Olivier le dit aussi. Mais pardon, le handball 2024 a le souci des modèles économiques locaux, ceux des clubs, des territoires, des bénévoles. Et il nous faut développer des outils de service aux clubs en marketing, des panneaux de My Coach dans l'organisation qui permettent de leur apporter quelque chose. Développer l'économie sociale et solidaire. Oui, développer ces nouvelles pratiques pour donner des ressources aux clubs. Le plan de l'école de Pascal Janin permettra de revenir dans l'école et d'en faire un acteur coéducateur citoyen qui puisse avoir des revenus. Voilà l'idée, pas uniquement le modèle économique fédéral, le modèle économique local. Merci Philippe Banat. Eh bien, le temps est venu du dernier débat sur les thèmes communs. Qui de Jean-Pierre ou d'Olivier ou de Philippe veut enchaîner sur l'économie du handball ? L'économie du handball, j'ai entendu, oui, des incantations, mais je n'ai pas entendu de choses concrètes qui vont être faites et qui sont prêtes. Je m'arrête là. Je voudrais savoir plus. Merci. Ton modèle a au moins l'honnêteté de fabriquer quelque chose avec ce dispositif que tu as cité tout à l'heure. Je répète que c'est mais on en a un autre, on en a d'autres, et que je peux te le décliner. Nous allons adjoindre à la fédération une fondation. Et je vois que tu cites les grands noms du handball. Moi, je ne les cite pas parce qu'en fait, ils font tous partie des 30 ans du handball. Mais nous allons créer une fondation. Elle sera créée par la Ponte
des fondations, qui a créé la fondation du PSG, Christine Le Gall. Et dans ce cadre-là, nous allons nous servir, parce que le développement, il faut de l'argent. On s'aperçoit qu'il n'y en a plus à la fédération. C'est pour ça qu'on ne peut plus rien développer. Et cette fondation servira à développer l'impact sociétal, le soutien au bénévolat, l'accès des femmes. Pourquoi on ne peut pas développer l'accès des femmes? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens et on préfère les mettre autre part. Le handicap, l'écologie, qui sont des thèmes sociétaux et citoyens que demain les marques vont vouloir. Et je vais te rajouter même plus, c'est que tu parles de sponsoring. Ça n'existe plus, le sponsoring. Aujourd'hui, les partenaires n'investiront plus comme ça. Il faudra être capable de leur proposer des choses totalement différentes. On parle de partnership. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette marque? Quelle est la stratégie de la marque? Donc oui, ces grands groupes, nous, les agences, essayent de nous vendre. Le handball, c'est bien, mais seulement sur la performance. Nous avons autre chose à vendre. Nous avons des valeurs à vendre. Les territoires ont des choses à vendre. Les clubs ont des choses à vendre sur leur localité. Et nous serons à côté d'eux pour leur dire comment faire, parce que nous avons les éléments à l'intérieur de notre équipe pour apporter cette boîte à outils aux clubs, aux ligues et aux comités. Merci Olivier. Il vous restera une poignée de secondes sur ce thème. Qui de Philippe ou de Jean-Pierre veut revenir sur l'économie du handball? La question d'Olivier s'adresse à Philippe. S'il veut, moi, juste apporter une précision à Olivier dans les propos qu'il tenait tout à l'heure. Les 6 euros n'ont pas servi au financement de la maison du handball. C'est de la sémantique, Olivier. Ils servent uniquement au fonctionnement de la maison du handball. Mais je te dis... Mais pas à la construction? Non, pas à la construction. Les 40 millions de budget de construction de la maison du handball ont été financés par des apports de subventions, par des fonds propres de la fédération, par la vente du siège de l'ancien siège à Gentilly, et puis un crédit que la fédération a souscrit auprès de la BPCE. Je vais te donner un exemple tout simple sur une région comme l'Île-de-France. Quand 6 millions sont pris à l'Île-de-France, est-ce que ces 6 millions-là ne viennent pas de ce que pourraient avoir tous les comités autour? Est-ce que ça ne pèse pas sur ce que pourrait avoir le 92, le 78, le 93 qui est en train de mourir? C'est-à-dire que nous avons une Île-de-France, nous sommes dessus. Et je n'ai jamais vu autant de précarité des clubs que sur cette région-là, là où est installée la maison du handball. Merci Olivier. Je peux t'assurer que ça n'a pas du tout impacté les subventions de la Ligue, puisqu'elle a toujours la même convention. Et le Conseil Île-de-France ne subventionne pas les comités départementaux. Île-de-France. Olivier, malheureusement, votre temps est épuisé, mais vous pourrez y revenir dans le thème libre en fin de débat. Philippe, peut-être? Oui, merci Hubert. Un petit mot sur l'engagement financier de 15 millions d'euros de marketing d'ici 2024. Franchement, j'ai travaillé 2 journées entières avec Infront pour préparer ce programme économique et marketing. Comment est-il possible d'annoncer des chiffres comme ça alors qu'on est en période Covid? Il ne faut pas tromper les gens. Aujourd'hui, nos contrats sont presque tous signés pour jusqu'en 2024. Il y en a très peu qui reviendront en négociation. Oui, tu as raison, Jean-Pierre. Oui, Olivier a raison aussi. Si nous diversifions, nous avons une chance de nous en sortir. Mais je vais donner un exemple. Pour se diversifier et aller vers la responsabilité sociétale des entreprises, ça signifierait qu'il faille un fonds de dotation. Pourquoi a-t-il été supprimé il y a 2 ans? C'est ce que les gens m'ont demandé. Comment peut-on aujourd'hui aller les chercher si nous n'avons pas le réceptacle qui nous permette de développer l'économie du développement en Outre-mer, la collaboration internationale avec Mansour Harimou et l'Afrique, la capacité aujourd'hui à travailler sur nos petits clubs, sur nos comités. Des outils, nous avons même perdu les outils. Jean-Pierre? Pour répondre oui, à Philippe, le fonds de dotation, il n'a jamais existé, Philippe. Il n'a jamais existé. Non, tu peux regarder, j'ai fait partie des gens qui travaillaient sur ce dossier avec notre cabinet d'avocats conseil, il n'a jamais existé. Les 15 millions d'euros, les contrats sont signés aujourd'hui. Les contrats sont signés, ils existent, jusqu'en 2025 pour certains. Tous les gros contrats, tous les partenaires, je dirais, majeurs, les contrats sont signés. Donc les 15 millions d'euros, aujourd'hui, on est sûr et certain de les avoir à l'horizon 2024. Voilà. Moi, ce que je n'ai pas entendu dans ta proposition, je l'ai entendu dans celle d'Olivier, moi j'ai annoncé un chiffre, je n'ai pas du tout entendu d'engagement sur un chiffre de revenu marketing à l'horizon 2024 de ta part. Aujourd'hui, je ne suis pas là en période de Covid pour faire des promesses.
pour raconter aux gens des histoires que personne ne connaît. La diversification des ressources, et je rejoins Olivier, elle passe par des dispositifs nouveaux. S'engager aujourd'hui sur du sponsoring classique est mort, c'est ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui, nous devrons fabriquer ces choses-là. Handball 2024, c'est que l'année 2021 sera très dure, qu'en termes de ressources humaines, qu'en termes d'accompagnement, qu'en termes de dispositifs nouveaux à mettre en place, comme on l'a mis en place là, il y a 15 jours avec le e-sport qu'on a essayé d'affronter, qui sont aujourd'hui des solutions pour les clubs, des solutions pour la fédération. Oui, tu as raison, Jean-Pierre. Les temps qui viennent seront durs. Handball 2024 le sait. Nous savons que nous avons une année difficile devant nous, mais on a la volonté d'y arriver. Jean-Pierre, il vous reste une vingtaine de secondes. Je crois, Philippe, que tu dis beaucoup de choses, mais sans vraiment réellement t'engager, comme malheureusement à ton accoutumée. Tu as parlé à un moment donné, et je l'ai repris dans tes écrits, de 25 millions d'euros de marketing à l'horizon 2024. Je constate qu'aujourd'hui, tu t'engages plus sur ce chiffre-là, mais bon, peu importe. Philippe, pour conclure, une dizaine de secondes. Oui, il ne faut pas être familier de la lecture des journaux pour être président de la FFHB. Il faut être familier des acteurs, il faut être familier de la crise qui nous occupe. Il faut être capable aujourd'hui de dire la vérité aux gens et de savoir que ce sera difficile. Merci à tous les trois. Les thèmes communs, les thèmes imposés, nous sommes arrivés au bout. Il s'agit maintenant d'enchaîner sur le fameux thème libre. Voilà, 2 minutes peut-être pour convaincre, voilà, avant cette élection du 28 novembre, en tout cas pour convaincre encore plus. Et donc maintenant, la mécanique, tout le monde la connaît. On va débuter par Olivier, puis ce sera Jean-Pierre et enfin Philippe. Et ensuite, on aura un petit mot de conclusion. Olivier Giraud, pour le thème libre. Le thème libre est tout simplement une vision concernant la démocratie dans la vie fédérale. La première chose, on le voit, hein, même vous avez passé 20 ans, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, ça sera la transparence. On l'a évoqué, des décisions prises à 2 à 3, ça n'existera plus. Je m'engage de tout cœur que chaque position, chaque décision, chaque évaluation soit prise en conscience et en toute transparence. Je saurai créer les conditions du dialogue et de l'échange. La bienveillance et l'empathie, on en a un petit peu manqué envers nos territoires, c'est bien, on redécouvre qu'ils existent et nous en sommes très fiers parce que tous les handballeurs, ce qu'on a oublié, on a beaucoup parlé de l'équipe de France. Hein. Le club que tu as oublié d'où je venais, c'est Vers-sur-Marne. Je ne suis pas issu du PPF, comme Kevin Niocas, Olivier Niocas. Hein, d'ailleurs, il y a 2 ans, Olivier Niocas est allé présenter le handball à 4 au ministère. Il n'a pas été reçu par la fédération. Hein, un champion du monde qui veut œuvrer pour son sport, pas reçu. Et c'est pour ça que je vous demande votre confiance pour exercer la présidence de la fédération. Sur les femmes, je serai un leader centré, hein, sur les femmes et sur les hommes, parce qu'il faudra travailler en parfaite équité de traitement. Même si j'ai entendu beaucoup d'incantations, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur le sport féminin, mais en fait, au final, nous avons complètement avancé dans le sens opposé sur notre fédération. C'est-à-dire que, bien sûr, nous nous sommes servis des équipes de France. Et on l'a vu, hein, 2008-2018, c'était augmenter le nombre de licenciés, augmenter le nombre de clubs. Nous avons complètement failli sur le nombre de clubs, tout simplement parce que les clubs ne sont pas structurés et très difficiles pour un dirigeant. Nous avons réussi jusqu'en 2017 sur la partie du nombre de licenciés, mais grandement dû au résultat des équipes de France. Nous ne devons plus nous satisfaire de ça. Il faut conclure, Olivier. Je vais conclure, et puis il y a une chose qui est importante, c'est la consistance. Nous allons ensemble tout nous dire, tout décider et tout faire ensemble. Parce que ce sont nos valeurs que demain nous pourrons vendre. Merci Olivier, c'était la parole libre d'Olivier Giraud sur le thème de son choix. C'est à Jean-Pierre Feuillant d'enchaîner. Merci. Que je comprenne bien, on est sur le thème libre et ensuite on reviendra sur la conclusion. Absolument. Ensuite, vous aurez un mot de conclusion. Parfait. Et on fera le tour avec Olivier, puis Okay. Jean-Pierre, puis Philippe. Merci bien. Donc, la féminisation du handball ne peut pas rester une simple ligne dans un projet de
de développement. Je veux, avec mon équipe, un rééquilibrage dans notre handball pour traiter à égalité les femmes et les hommes, en m'appuyant sur une véritable politique transverse, dans une démarche inclusive. Le choix de piloter la fédération en binôme avec Tatiana Vassine démontre ma détermination dans ce domaine. Ce sujet est important pour moi, car je constate que nous sommes en retard par rapport à la société. Et nous devons très certainement nous inspirer de ce qui est en train de se mettre en place dans le monde de l'entreprise, pour nous doter d'outils et de modes de fonctionnement, pour détecter les talents et les potentiels. Nous nous engagerons dans une politique volontariste et incitative pour permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Nous donnerons des outils nécessaires pour lutter contre le sexisme et favoriser l'implication des femmes dans les instances de gouvernance territoriale, dans les offres de pratique, dans l'arbitrage et particulièrement dans l'encadrement technique. C'est un chemin très long, j'en suis conscient, mais je suis déterminé avec mon équipe à nous engager dans cette démarche. Je terminerai, en ce qui concerne la féminisation, par l'autonomie de la LFH. Et je prends l'engagement d'aller et d'accompagner la LFH vers cette autonomie à l'horizon 2024. Et comme nous l'avons fait par le passé, en 2004, lors de la création de la LNH, nous accompagnerons de manière dégressive et dans le temps, un timing que nous fixerons bien évidemment ensemble, nous accompagnerons de manière dégressive la création de cette autonomie de la LFH. Et pour terminer là-dessus, je serai favorable à ce que ça soit une LFH au sein de la LNH, qu'il n'y ait qu'une seule et même ligue, et non pas, encore une fois, deux ligues, une ligue masculine et une ligue professionnelle, mais c'est un débat qu'on ouvrirons. Merci Jean-Pierre pour ces propositions. Philippe Banat, c'est à vous de vous exprimer sur votre thème libre, et puis ensuite il sera temps de conclure. Chacun aura quelques instants pour boucler sa participation. Philippe Banat, c'est à vous. Merci Hubert. Olivier, entre nous, je voudrais te préciser quelque chose. Tu es un grand champion et un grand capitaine olympique. Quand tu dis que tu veux vendre nos valeurs, je pense que tu as entièrement raison. C'est là-dessus que je veux m'exprimer pour terminer. Le handball est singulier par les valeurs qu'il doit incarner tous les jours, et notamment avec la crise que nous traversons, qui doit nous amener à plus de solidarité, de responsabilité, d'action sociale et citoyenne. Les femmes et les hommes de Handball 2024 veulent s'engager de manière claire sur l'éthique, la performance sociale, la lutte ferme contre toute forme de discrimination et de violence. On peut faire toutes les listes de mesures que l'on veut, c'est notre engagement humain qui va compter. Handball 2024 veut être clair. Plus de moyens au service du plus grand nombre. C'est 10 millions et pas 25 d'euros vers le local dans un plan de reprise et un plan de soutien sont dans cet état d'esprit. La formation, l'apprentissage, l'emploi au service de nos clubs est dans cet état d'esprit. Le plan de retour à l'école avec une équipe d'experts est dans cet état d'esprit. La compétence de nos clubs en éducation citoyenne, nous en sommes capables. Un marketing réorienté vers le local dans le service au club. La responsabilité sociétale des entreprises comme financement de notre développement. Un plan pérenne contre toutes les violences. Nous nous méfions des chartes, des modes. Adaptation des outils de gestion et digitalisation, économie sociale et solidaire. Pas juste des promesses, mais un engagement quotidien. L'arbitrage qui est essentiel aussi, qu'il faut rapprocher du jeu. Olivier Buy me le dit tous les jours. Discipline, éthique, respect de l'adversaire. Vous savez, la solidarité, c'est le droit au premier club formateur, les plateformes d'insertion, reconversion des athlètes, ce plan de reprise, cet accompagnement des bénévoles. Mais je voudrais terminer par le fait que j'ai vu les femmes de Handball 2024, je ne les citerai pas là, à la commission d'éthique et citoyenne, à la Fédé, au bureau directeur, se battre pour obtenir un grand plan de violence contre toutes les violences. Respect à elles et respect à la FFHB de l'avoir accepté. Merci Philippe. Je vais redonner la parole à Olivier Giraud pour quelques mots de conclusion. Olivier Giraud qui porte la liste La Relance. Non, tout simplement vous dire que tout est dans le programme, mais il y a des choses qui ne sont pas dans les programmes. C'est les émotions que nous vivons grâce au handball. Et je reviens là-dessus parce qu'on a peut-être oublié que nous sommes tous des enfants de petits clubs. Nous avons été portés, bercés, éduqués
emmené par des bénévoles. Le handball à l'école, évidemment, je suis passé par l'UNSS, il faudra y retourner, même si c'est très compliqué. Et le handball à 4 sera une bonne porte parce qu'on pourra avoir une pratique où les filles et les garçons pourront jouer ensemble sans toucher. Mais toute cette éducation, tout ce parcours jusqu'au haut niveau, il avait du sens. Il avait du sens d'en bas jusqu'en haut. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que lorsque nous avons été champions du monde en 2001, cette victoire, elle avait un sens pour tout le handball. C'est-à-dire qu'il faut juste se souvenir de ce que nous construisons, ce qu'il faut construire, mais l'émotion à tous les niveaux que procure ce sport. Quand Grégory Anctil met ce but en 2001 pour que nous puissions encore espérer, nous n'étions personne, nous remplacions les barjots, fait preuve de cette résilience du handball face aux événements. Lorsque Jackson Richardson met ce but contre les Allemands pour nous emmener encore une fois en prolongation, c'est ces hommes et ces femmes, et on ne parlera pas de Véronique Péquer-Roland ou de Lélia Lejeune qui met ce pénalty. C'est ça l'histoire, c'est les émotions que nous voulons vivre et revivre, mais pas les vivre seulement avec un sport professionnel, une équipe de France d'un côté, le sport associatif de l'autre. Ce que ça entraînerait tout simplement, c'est que les futures victoires seraient vides de sens. Et pourquoi nous retournons de là où nous venons, nous remettons, et je le dis bien de manière bénévole, c'est que nous retournons tout simplement de là où nous venons. Et que si je dois dire une dernière chose, c'est que ma force, c'est mon équipe, mais la force du handball, c'est vous. Merci Olivier pour ces passages aussi, ces souvenirs à Bercy, à Albertville, à Zagreb. Voilà. Merci beaucoup Olivier, merci de votre participation. Jean-Pierre Feuillant, c'est à vous de vous exprimer pour conclure ce débat. Merci. Je suis un homme ouvert qui aime le dialogue, constamment dans la recherche du consensus, le consensus qui mène à la décision et non pas à la division. J'ai toujours privilégié l'intérêt général à l'intérêt particulier. Mon engagement de dirigeant bénévole depuis 30 ans a une seule ambition, servir le handball, un sport qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mon équipe et moi, nous souhaitons une fédération plus proche de nos clubs, plus proche de nos territoires, plus proche de nos licenciés. Sur un certain nombre de points, les 3 programmes présentent certaines similitudes qui méritent de l'intérêt. Et d'ailleurs, si je suis président de la fédération demain, je n'aurai aucune réticence à prendre les bonnes idées, aucune réticence à solliciter les compétences qui voudront bien me rejoindre pour servir, encore une fois, l'intérêt général du handball. Ce programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le porterai en binôme avec Tatiana et avec nos colistiers, bien évidemment. Nous sommes des passionnés de notre sport, ancrés dans nos territoires et proches du terrain. Avec mon programme, avec mon équipe et avec vous, je veux une fédération plus ouverte, une fédération qui mute vers la décentralisation, une fédération éthique et responsable. Mesdames et messieurs, les présidents de ligue et présidents de comité, vous allez être amenés à faire un choix sur ces programmes, mais également sur les femmes et les hommes qui vont porter le programme pour la prochaine Olympiade. Vous allez faire un choix sur la confiance que vous allez accorder. Je pense qu'avec mon équipe, nous méritons votre confiance. C'est pourquoi je vous demande votre confiance, encore une fois, en notre programme, votre confiance en mon équipe et confiance en moi pour conduire la fédération en tant que président demain. Merci. Merci Jean-Pierre Feuillant. Je rappelle que vous conduisez la liste handball, un nouvel élan, un nouveau challenge. Philippe Banat, c'est à vous que revient cette parole de conclusion pour handball 2024, jouons collectif. Philippe Banat, merci. Les amis, je vous ai connu joueur, je vous ai connu dirigeant. Je suis respectueux de votre candidature, de votre équipe, de votre projet. Sachez que handball 2024 ne passera pas
une seconde de plus à faire autre chose que servir les handballeurs. Oui, je reprends, comme toi, l'engagement de me mettre au service bénévole de mon sport et de ses clubs. Pour ma part, dans l'histoire, j'ai vu Jean-Pierre Lacoux, ancien DTN devenu président. J'ai vu mon père spirituel, André Amiel. J'ai vu la charge, la lourdeur de la charge et la capacité à l'encaisser de Joël Delplanque. Mais je ne dis pas je dis nous. Un président, c'est quelqu'un qui doit rassembler, qui doit apaiser, trouver des solutions, faire espérer, voir devant, pas derrière. Oui, il existe des propositions, des femmes et des hommes qui nous sommes capables de rassembler bien au-delà de l'élection, mes amis. Je m'engage à faire tout ça. Nous nous engageons à être au service des gens. Handball 2024 n'a pas d'autres idées que se faire des bonnes passes, que vous relancez en contre-attaque, pour que vous marquiez des buts. Nous mettre juste à votre service. Merci Philippe Banat, merci Jean-Pierre Feuillant, merci Olivier Giraud. C'était une première historique, n'est-ce pas? C'était aussi la première fois que 3 candidats se présentent à la candidature fédérale. C'est une première historique. Il y aura un 7e président le 28 novembre prochain. Ce sera à suivre sur les réseaux, en espérant cette fois-ci qu'il n'y ait pas de difficultés techniques. Et je voudrais une fois de plus réitérer les excuses de la fédération pour ces difficultés techniques. Alors je ne sais pas à ce stade si elles sont dues à la maison du handball ou au contraire à la réception sur le canal de YouTube. Mais voilà, encore une fois, pardon pour ces difficultés. Merci à vous. Quoi vous dire, si ce n'est bonne chance à vous 3 et bonne semaine de campagne. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.